Aujourd'hui, on va parler de la résidence fiscale israélienne. La résidence fiscale, c'est un point dont tout le monde parle. C'est qui est résident fiscal, qui est citoyen israélien. J'ai fait mon alia, est-ce que je suis résident fiscal israélien ou est-ce que je suis encore citoyen ou est-ce qu'il faut passer 183 jours? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la résidence fiscale en Israël, on peut l'avoir à travers deux critères. Soit le nombre de jours qu'on passe en Israël. Est-ce qu'on passe plus de 183 jours par an? Une personne qui passe plus de 6 mois en Israël et en fonction de la loi, forcément considéré comme résident fiscal, parce qu'une personne qui va passer 183 jours dans un pays n'a pas de raison d'être résident fiscal d'un autre pays et de passer 200 jours par an dans un pays. Donc ça, c'est la loi, ça s'appelle le critère objectif, pardon. C'est critère objectif, c'est le nombre de jours passés sur le territoire. Maintenant, pour savoir le nombre de jours, on peut faire en ligne une demande au ministère de l'Intérieur, leur demander de nous envoyer la liste des entrées et sorties du territoire depuis l'obtention de la Teudat Zéhout. Ça veut dire que vous rentrez sur le site du ministère de l'Intérieur, c'est en anglais aussi. Vous envoyez vos détails, Teudat Zéhout, votre numéro de Teudat Zéhout, votre date de naissance, etc. Et sous 48 heures, il vous envoie la liste d'entrées et sorties. Une fois que vous avez la liste des entrées et sorties, vous allez comptabiliser le nombre de jours que vous avez passé en Israël. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on comptabilise le nombre de jours du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire qu'on voit une année fiscale en Israël. Si par exemple, vous voulez savoir, est-ce que vous étiez résident fiscal en 2021? Donc, on vérifie du 1er janvier au 31 décembre 2021, est-ce que j'ai dépassé les 183 jours par an ou non? Une personne qui a dépassé 183 jours est considérée comme résident fiscal israélien pour l'année 2021. Je précise que chaque année, c'est différent. C'est-à-dire, chaque année, il faut redemander. Pour l'année 2021, donc ça, c'est le premier critère, le premier examen. On appelle ça en hébreu mifran. C'est un mifran, c'est-à-dire on fait notre mifran, on fait notre examen. Combien de temps on a passé? 183 jours ou 425 jours sur 3 ans. C'est-à-dire, on voit les 3 dernières années, si on a passé plus de 140 et quelques jours par an sur 3 ans, et qu'au minimum, cette année, on a passé plus de 30 jours, c'est aussi considéré comme une quantité de jours qui est suffisante pour demander la résidence fiscale. Donc, je résume. Premier critère qui est objectif, on voit les entrées et sorties. 183 jours, c'est bon. 425 jours, c'est bon. Le deuxième examen que les impôts nous permettent de faire afin de savoir est-ce qu'on est résident fiscal ou non, s'appelle le critère subjectif, c'est le Merkaz Chaim. Alors, Merkaz Chaim en hébreu, c'est le centre de vie, si je traduis littéralement, c'est le centre des intérêts vitaux. Ça veut dire quoi? Une personne peut ne pas passer 183 jours. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. J'ai des clients qui ne passent pas 183 jours, qui voyagent, qui sont à la retraite, qui décident de voyager durant l'année, un peu voir le fils qui se trouve aux États-Unis, un peu jouer au golf en Espagne, un peu partir en vacances sur la côte. Et à la fin de l'année, si ça se trouve, il n'y a aucun pays où on a 183 jours. Ça arrive. Il y a des personnes qui voyagent et qui n'ont pas 6 mois dans aucun pays. Donc, à partir de ce moment-là, si une personne n'a pas 6 mois, il faut bien qu'elle se trouve résident fiscal d'un pays. Quand je vous dis résident fiscal, c'est aussi à qui on doit rendre des comptes. C'est à quelle administration fiscale nous devons rendre des comptes. Donc là, dans ce cas-là, on fait activer le critère qui s'appelle Mifran Merkaz Chaim, le centre de vie, et on vérifie si la personne a son centre de vie en Israël. Ça veut dire quoi le centre de vie? Où se trouve déjà la femme ou le mari de la personne? S'ils ont des enfants, est-ce qu'ils seront scolarisés à l'école en Israël? Est-ce qu'ils ont un appartement en Israël? Est-ce qu'ils ont des factures? Souvent, lorsqu'on veut justifier à Israël que cette personne est bien résidente fiscale, bien qu'elle n'ait pas passé les 6 mois, on demande d'amasser le maximum de preuves qui nous permettront de justifier. Une personne, par exemple, qu'on voit sa facture d'électricité, d'eau, d'Arnona durant l'année et qu'il y a de l'électricité, il y a de l'eau durant l'année, que cet appartement n'est pas loué et qu'on a un appartement en Israël et qu'on a un enfant en Israël, un frère en Israël, un compte en banque en Israël, toutes ces choses-là peuvent nous aider à démontrer que notre centre de vie est en Israël. Mais je précise quand même qu'une personne qui ne passe pas 183 jours et qui veut demander à Israël une résidence fiscale israélienne, c'est un peu plus complexe que les 183 jours. Regardez mes entrées et sorties, donnez-moi les certificats de résidence fiscale. Là, le centre de vie, il faut vraiment pouvoir être en mesure de convaincre les impôts, de convaincre l'administration fiscale comme quoi on est bien résident fiscal israélien. Donc, quand on parle de résidence fiscale, pourquoi on parle à chaque fois de résidence fiscale? Parce qu'il y a eu un peu un amalgame entre la résidence fiscale et la citoyenneté. Toutes les personnes qui sont venues en 2014, 2013, 2014, c'était la grosse vague, qui ont fait leur carte d'identité israélienne pour les comptes en banque, pour quoi que ce soit, et pensaient au début être considérés comme résidents fiscaux.
Et il s'avère, lors des échanges d'informations, là, il n'y a pas longtemps, que ces personnes-là, bien qu'elles aient une Teudat Zehut, ont quand même été transférées à la France, étant donné qu'ils sont considérés comme résidents étrangers. Je vais vous dire même encore plus. On peut être résident fiscal israélien sans être citoyen israélien. C'est-à-dire une personne qui passe plus de 183 jours et qui a son centre de vie en Israël, mais qui n'a pas de carte d'identité israélienne, est considérée aussi comme résidente fiscale israélien. Donc, résidente fiscale, c'est quoi? C'est à qui je dois rendre des comptes et à quel pays je dois faire mes déclarations de fin d'année sur ce que j'ai, sur les revenus que je gagne à travers le monde. Maintenant, une petite parenthèse qui est très importante, d'ailleurs, les impôts ont changé le terme aux impôts de la résidence fiscale ou non. À la base, c'était un Olé Hadash. Vous connaissez le terme Olé Hadash. Olé Hadash, c'est un nouvel immigrant israélien. Un Olé Hadash, normalement, c'est quelqu'un qui est Toshav Israël la Rishona, c'est-à-dire résident fiscal israélien pour la première fois. En principe, par défaut, Israël pensait que les personnes qui font leur Teudat Zehut et qui font leur Aliyah vont vraiment venir en Israël, vont vraiment être résidents israéliens. Donc, c'est des résidents fiscaux israéliens. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a une vague de personnes qui ont obtenu la carte d'identité, mais sont reparties habiter en France. Donc, à cause de ça, la vérification de la résidence fiscale, elle est beaucoup plus pointue, parce que sinon, ça aurait été très simple. Les personnes auraient fourni leur Teudat Olé. La Teuda, quand on fait la Aliyah, on a une Teudat Olé. Aurait fourni cette Teudat Olé à l'administration fiscale israélienne et leur demander « Donnez-moi un certificat de résidence fiscale ». Mais là, c'est plus comme ça. Donc, la résidence fiscale, c'est 183 jours. Quelqu'un qui n'était pas en Israël aussi pendant 10 ans peut quand même avoir le statut d'Olé Hadash, ça, s'il s'est exilé du territoire pendant 10 ans. Et lui aussi peut être considéré comme nouveau résident fiscal israélien pour la première fois. Pourquoi je dis ça? Parce que comme vous le savez, une personne qui arrive en Israël et qui a fait son aliyah après le 1er janvier 2007, donc c'est le cas de la plus grande vague d'aliyah, c'est faite après le 1er janvier 2007, peut bénéficier de 10 ans d'exonération sur les revenus qu'il a générés à travers le monde. Donc, on reprend l'exemple, une personne est venue en 2014, le 1er janvier 2014, a fait son aliyah. À partir de ce moment-là, pendant 10 ans, il est exonéré d'impôts et de déclarations d'impôts, c'est-à-dire pas seulement d'impôts, mais les déclarations d'impôts sur tous les revenus qui ont été générés en dehors du territoire israélien. Et surtout les revenus passifs. Alors, pourquoi je dis le mot passif? Parce que c'est très important et cette loi de 10 ans, elle est très compliquée à comprendre, surtout que les impôts, dans le livre des impôts, ça s'appelle la loi 168, c'est une loi qui est détaillée vraiment en quelques phrases parce que c'est pas très clair et beaucoup de personnes sont faites requalifier là-dessus en tant que revenus de source israélienne. Ce qu'il faut se dire, c'est très important, c'est que ces 10 ans d'exonération s'appliquent même pour les activités même qui ont été faites après la Aliyah. Tout le monde pense que je suis arrivé en 2014, c'est juste pour tout ce que j'avais avant de faire ma Aliyah. Non, si même après sa Aliyah, une personne peut prouver qu'il a des nouveaux revenus passifs, passifs, c'est-à-dire qu'il n'opère pas et qu'il ne génère pas ça à partir d'Israël. Si vous avez un bureau en Israël et que vous travaillez de ce bureau en Israël, même si ces revenus proviennent de France, c'est considéré activité commerciale, on est retapé en Israël. Quand je dis passif, c'est pour ça que l'exemple des impôts est simple. C'est retraite, c'est dividende. C'est quoi dividende? Dividende, c'est après avoir payé l'impôt société, par exemple en France, la distribution de dividendes, c'est une activité qu'on a fait en dehors du territoire israélien qui a été imposée dans un autre pays. Ces dividendes-là, en Israël, on n'a pas besoin de payer pendant 10 ans le complément de dividende. Je vais donner un exemple pour chaque chose. On va commencer par la retraite. La retraite, une personne qui a une retraite de source privée, pas de public. Quand je dis privé, c'est qu'il n'était pas, par exemple, à l'éducation nationale en France. C'était une caisse privée. Il touche sa retraite. En Israël, pendant les 10 premières années, il n'a pas besoin de déclarer cette retraite, ni d'être imposé sur cette retraite. Et en France, bien qu'il y ait des petites fois qui ont un petit peu changé à ce sujet-là, mais quand même, je vais vous dire ce qui se passait en règle générale. En France, à partir du moment où vous prouvez à votre caisse retraite que vous êtes non résident fiscal français, que vous leur donnez un certificat de résidence fiscale israélien, la caisse retraite ne retient plus l'impôt à la source et vous êtes censé payer ces impôts-là dans le pays où vous vous trouvez de résidence. Mais comme en Israël, on est exonéré pendant les 10 premières années, on ne complète rien. Les dividendes, la même chose. Les dividendes, c'est encore même un peu plus complexe parce que les dividendes, il y a une convention sur les dividendes. Disons qu'en France, les dividendes sont à 30%. Vous avez gagné 100, vous avez payé l'impôt société. Sur ce qui reste, vous devez distribuer des dividendes. Si on était résident fiscal français, vous aurez payé 30% là-dessus. Mais comme on est résident fiscal israélien, on ouvre la convention. La convention, c'est la convention France-Israël. On voit ce qui se passe dans cette convention-là. Dans cette convention, on nous dit, la convention a marqué 15% à la source, c'est-à-dire, vous êtes imposé 15%, bien que c'est 12,8% exactement, parce qu'il y a des petites charges qu'on enlève, mais on va dire, disons 15, c'est 15% à la source. Et les 15 supplémentaires,
on est censé les compléter en Israël, parce qu'en Israël aussi, l'impôt est à 30%, l'impôt sur les dividendes, mais on ne les complète pas. Pour la personne qui est venue 1er janvier 2014 jusqu'au 1er janvier 2024, il ne complétera pas ses dividendes en Israël, il ne déclarera pas sa retraite, et il ne faut pas faire comme beaucoup de personnes font lorsqu'ils reçoivent une déclaration de patrimoine en Israël pendant les 10 premières années. Ils disent, moi, j'ai rien à cacher, je préfère montrer en Israël, même si j'ai pas besoin, je déclare quand même ce que j'ai dans le monde, ne le faites pas, ça sert à rien. Si on a 10 ans d'exonération et qu'on n'a pas besoin de déclarer à Israël les revenus qui ont été générés en dehors du territoire, alors ça peut paraître même plus suspect de le faire quand on n'a pas besoin que de ne pas le faire. Mieux vaut ne pas le faire, la loi nous permet de ne pas le faire, ne le faites pas, ça sert à rien. D'ailleurs, c'était une loi qui a encouragé la LIA, bien qu'aujourd'hui, cette loi-là, elle est un peu remise en question par les banques, parce que d'un côté, les impôts vont vous dire, vous êtes exonéré sur l'activité que vous avez eue en dehors du territoire, mais d'un autre côté, la banque peut vous demander provenance des fonds, expliquez-moi exactement ce que vous avez fait, etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se trouve dans une période où cette loi n'est pas très aimée. À la Knesset, ils essayent de la faire sauter plus d'une fois, cette loi des 10 ans. Pas la loi des 10 ans, la loi de non-déclaration. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas seulement exonéré d'impôts, on est exonéré d'impôts et de déclaration d'impôts. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette loi, c'est une loi qui ne va pas avec l'air du temps, mais qui est quand même passée à la Knesset en septembre 2008. Donc, quoi qu'il se passe, elle existe. Ceux qui en bénéficient en bénéficieront jusqu'à la fin des 10 ans. Si jamais ils changent la loi, ça ne sera que pour les personnes qui feront la LIA après la modification de la loi. Tous ceux qui étaient déjà dans la période où cette loi existait, ils en bénéficient jusqu'à la fin. On n'a pas le droit de faire une loi rétroactive à moins que ce soit du terrorisme ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de problème sur ce point-là. Donc, c'est 10 ans d'exonération pour les résidents fiscaux. Donc, on résume en quelques mots. Après, s'il y a des questions, je vais commencer à répondre. On résume la différence entre la nationalité et la résidence. Nationalité, c'est chaque juif a le droit de venir en Israël. Chaque personne qui est de confession juive a le droit de venir en Israël, ça s'appelle le Chok HaShvut, s'il désire s'y installer. Même ça, bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais chaque personne a le droit d'être israélien. Pour être résident fiscal israélien, il y a 2 critères. Il y a soit le nombre de jours qui est 183 jours par an ou 425 sur 3 ans, soit le centre de vie, si jamais on n'a pas les jours, montrer que notre centre de vie est bien en Israël. Pour les résidents israéliens, fiscaux israéliens, les nouveaux résidents, ils bénéficient de 10 ans d'exonération à partir du moment où ils ont fait leur aliyah, où ils sont devenus résidents fiscaux israéliens, je préfère dire ça, plutôt que dire ils ont fait leur aliyah. Ils bénéficient de 10 ans d'exonération. Pourquoi j'ai dit ce que je viens de dire là? Parce que des fois, il y a des personnes qui sont venues, mais qui viennent réellement 6 ans après en Israël. On peut des fois commencer le début des 10 ans dans 6 ans et pas à partir du moment de l'aliyah. Donc, les 10 ans, c'est vraiment à partir de la résidence fiscale israélienne. Et ils sont exonérés d'impôts, de déclarations d'impôts sur tous les revenus qui ont été générés en dehors du territoire et en grande partie les revenus passifs comme dividendes, royalties, revenus de locatifs, par exemple foncier de France, retraite, etc. Et aussi le point très important comme revenu qui est exonéré, bien entendu, c'est les plus-values financières. Vous avez par exemple un compte en Suisse et que dans ce compte en Suisse, vous êtes enregistré en tant qu'Israélien et que vous avez réalisé des plus-values, des intérêts via votre compte, la Suisse ne vous prend pas à la source puisque vous n'êtes pas suisse. Vous êtes censé déclarer à Israël, mais on ne déclare pas à Israël pendant 10 ans sur toutes les actions ou les placements qui ne sont pas des placements d'actions israéliennes. Exemple, vous avez investi sur Google, vous avez fait de la plus-value, vous n'êtes pas imposé, vous avez investi sur Teva, qui est une boîte, une société israélienne, et vous avez gagné de la plus-value, c'est considéré, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est considéré comme des revenus qui ont été générés à partir d'Israël et donc imposés en Israël. Est-ce qu'il y a des questions, Rachel? Je ne peux pas lire, moi, les questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a certaines Alors, qui sont des patates chaudes, donc je vais essayer de faire le tri. Alors, je m'excuse parce que si je n'arrive pas à répondre à toutes les questions, mais on va essayer de faire le tri. Alors, d'abord, donc, pour obtenir, il y a Patrick Tuile qui demande, pour obtenir le certificat de résidence fiscale, on peut s'adresser par exemple à une personne comme toi pour l'obtenir, le certificat. Oui, soit une personne comme moi, soit si jamais ça se complique, soit il y a des personnes qui sont dégourdies, elles vont directement au centre d'impôt auquel elles sont reliées, elles leur amènent les entrées et sorties, elles remplissent un questionnaire, mais bon, dans la plupart des cas, les gens se retournent vers leur expert comptable ou leur fiscaliste pour demander ce genre de choses.
Ok. Et il y a Ellie qui demande, est-ce que les revenus du travail, en l'occurrence donc gérant d'une société en France, sont-ils fiscalisés en France ou en Israël? La réponse est simple, mais je préfère te laisser la réponse. Ouais, la réponse est simple. Pourquoi? Parce que là, nous, on parle d'Israël aujourd'hui. Normalement, ça nous arrive de faire des interventions où il y a une personne de France qui intervient sur la France. Mais là, comme on a voulu vraiment détailler Israël, donc il y a que moi qui parle aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand je dis qu'on est exonéré en Israël, je ne me prononce pas sur la France. La France, bien entendu, quelqu'un qui a une activité en France est imposé en France sur cette activité. Moi, ce que je dis, c'est qu'en Israël, on est exonéré pendant 10 ans. Mais bien entendu, l'activité qu'on a dans un pays. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné si jamais on a imposé en France? Alors, je vais vous donner le cas d'une personne, par exemple, qui est dans un pays où l'imposition elle est moins élevée qu'en Israël ou qu'en France. Donc, lui aura gagné. Après, rapatriera en Israël. Un exemple tout bête, bien qu'aujourd'hui, ça ne marche plus trop, mais Hong Kong, par exemple, les personnes qui avaient des sociétés à Hong Kong, on était à 0% d'impôt si jamais on ne travaillait pas avec le territoire d'Hong Kong, et on était à 0% de dividendes. Donc, les personnes qui travaillaient là-bas pouvaient rapatrier en Israël à zéro, compléter zéro, mais quand même déclarer là-bas à Hong Kong qu'ils devaient zéro. Donc, ce que je veux dire, c'est pour répondre à la question, les revenus d'activité commerciale sont bien entendu, il faut déjà bien entendu se tourner vers un expert comptable français pour qu'il définisse exactement l'imposition qu'il aura dans le pays où se trouvent ces revenus-là. Et par rapport à Israël, on n'a rien à déclarer, on n'a rien à faire. Maintenant, ça vous dit les revenus de travail qui ont été faits en France, si j'ai bien compris la question. Parce que si ça se fait d'ici, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, si ça se fait d'ici, on travaille d'ici, on devra déclarer à Israël. Pas forcément payer si jamais il y a déjà une imposition en France, mais déclarer quoi qu'il se passe en Israël. Il faut toujours définir, est-ce qu'on a travaillé d'ici ou non? Et justement, ça va répondre peut-être à d'autres questions. Ça arrive, si par exemple la personne, la seule chose qu'elle a à faire dans le mois, c'est d'émettre des factures à ses clients. Elle va à Chypre, elle prend l'avion à 1 heure d'ici, à 1 heure d'Israël, elle va à Chypre. Et de Chypre, elle prend son ordinateur portable, elle envoie les factures, elle revient en Israël, c'est bon. C'est considéré en dehors du territoire. Il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle même pas un montage agressif, donc il n'y a aucun problème. Alors, il y a Patrick aussi qui pose la question sur la fiscalité des dividendes pendant les 10 ans. Donc, dividendes sur compte en action. Dividendes sur quoi? Excusez-moi, je pense. Sur un compte en action. Donc, je m'imagine qu'en fait, il pose la question sur des dividendes, en fait, sur des comptes qu'il a en France. C'est ça? Patrick, c'est ça? Oh, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça, Nathanaël. La question, elle est aujourd'hui, on va dire, j'ai des actions en France qui me ramènent des dividendes. Ces dividendes sont versés. Il est coupé, On je l'entend crois. pas. On l'entend pas, il y a un problème. Alors, je vais juste répondre sur les dividendes, ça va être clair. Sur un les compte dividendes, bancaire israélien. excusez-moi, monsieur, vous étiez un peu coupé, mais je crois avoir compris votre question. Par rapport à Israël, ces dividendes-là ne sont pas à déclarer ou même imposés pendant les 10 premières années de vos 10 ans d'exonération, de votre alia, de votre résidence fiscale. Les dividendes, c'est marqué noir sur blanc dans la loi, c'est un des 5 exemples qu'il y a. C'est une des sortes d'activités où on n'est pas imposé. Ok, merci. Avec plaisir. Ensuite, il y a une autre question qui est arrivée. Est-ce qu'une retraite de contractuel de l'État français non fonctionnaire rentre dans le cas privé? Moi, ce que je sais, il faudra vérifier vraiment, ça c'est vraiment une question spécifique, mais je sais qu'en principe, lorsque la loi a défini caisse privée et caisse publique, ils ont dit revenu de source publique, c'est travailler avec l'État. Revenu de source privée, c'est les caisses retraite. En principe, la caisse retraite dans laquelle vous êtes, mais maintenant, c'est important de dire, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, quand j'ai dit de retraite de source publique, elles ne sont pas exonérées, elles ne sont pas exonérées en France à la source, à moins qu'il y a 2 conditions. Une des 2, c'est de renoncer à la carte d'identité française. Mais en principe, les personnes n'aiment pas faire ça, donc elles sont imposées là-bas et elles ne complètent pas ici. Mais même pour les retraites de source publique, il y a une possibilité quand même d'être exonéré en Israël. Il faut mais c'est beaucoup plus complexe. Mais pour répondre à la question spécifique, il faut vérifier avec votre caisse de retraite. Si c'est source publique et privée, eux, ils le savent. Moi, je n'ai pas très bien compris la question, mais en principe, si ça ne vient pas de l'État, c'est considéré privé. Ok, il y a une autre question qui est intéressante, donc qui est susceptible d'intéresser aussi tout le monde. Donc, si l'activité professionnelle est réalisée avec une société française, avec la réglementation française,
mais les clients sont israéliens et l'activité sur le territoire israélien, il y a toujours exonération d'impôts en Israël? C'est une très, très bonne question, ça, hein. C'est une très bonne question qui a été posée, parce que c'est marrant, c'est très délicat cette question. Parce que normalement, selon ce que j'ai dit, et c'est bien que ça a été relevé, normalement, selon ce que j'ai dit, ça aurait dû être exonéré en Israël parce que les clients sont d'Israël, parce que ça revient d'une activité de source étrangère. Le problème, c'est qu'il y a un petit chapitre dans la loi qui peut nous poser problème à ce sujet-là. J'ai eu un problème aux impôts sur ça justement récemment. C'est que quand la loi, elle définit des revenus israéliens, elle définit aussi que les clients sont israéliens. Donc, étant donné que la loi a donné comme exemple le fait que la clientèle soit israélienne, donc des fois, ça peut nous requalifier cette source de revenus, même en tant qu'Israélien. Mais je vais vous dire quand même ce qui se passe dans la réalité, parce que c'est important. Le fait que la société ait déjà été imposée en France, il faut le savoir aussi, c'est hyper important. Une personne qui a une société en France et qui a été imposée et qui après va distribuer des dividendes, l'exposition qu'on a, le risque qu'on a, il est à mon avis inférieur à 0,05%, qu'un jour Israël va vous poser des questions là-dessus, parce que c'est en France, et la France, c'est un pays qui a un taux d'imposition qui est encore plus élevé qu'Israël. Si ces revenus venaient de Dubaï, par exemple, là, ça aurait pu être plus problématique, on aurait été complètement visé et ciblé aux impôts avec les jurisprudents. À mon avis, ça venait de Dubaï, ils auraient requalifié ça comme revenu de source israélienne. Mais quand ça vient de France, à 99,9% des cas, Israël ne vous dira rien si tout a bien été déclaré en France et imposé IS en France comme il le fallait. Sur la distribution de dividendes, Israël ne vous embêtera pas là-dessus. Ça, pas bien, je ne sais pas si c'est bien que je le dise, mais je vous le dis, je n'aurais pas, parce que le fait déjà d'avoir été imposé en France, en société, si on m'avait dit que c'était des revenus, des royalties ou quelque chose comme ça, c'est des fois un peu plus compliqué. Mais là, le fait qu'il n'y a qu'une petite partie de la loi qui peut nous embêter à ce sujet-là et qu'on a déjà été imposé dans un pays où ce pays-là, c'est un vrai pays et ce n'est pas Dubaï ou Hong Kong où on est à zéro. Donc là, on a beaucoup moins de risques d'être retoqué. C'est même pas un risque ou pas un risque. Le fait que le client soit été israélien, mais qu'ils aient payé en France. Mais la raison, mais ce qui me pose la question, c'est pourquoi c'est payé en France, parce que c'est pas un montage, hein, on est bien d'accord, monsieur, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question. Le fait que les clients aient payé en France, il ne faut pas que Israël se dise que ça a été un montage agressif ou quelque chose comme ça. Il faut qu'Israël se dise c'était vraiment l'activité de la société française. Elle a été imposée, on a distribué après les dividendes. Alors, il y a encore d'autres questions, mais ce sont des questions assez complexes, dans certains cas ou très simples. Donc, je préfère, Nathanaël, te laisser continuer avec ta présentation. Et si par la suite, il y a encore d'autres questions, on va essayer de les adresser parce que sinon, la conversation durerait très longtemps. Donc, il faudrait que tu avances dans ton sujet. Le micro est coupé, Nathanaël, tu l'as coupé. Ok, je t'ai dit, Rachel, regarde, pendant que je continue, essaye de voir les questions, s'il n'y a pas des questions qui se répètent, comme ça que je puisse répondre à tout le monde. C'est ça, parce que j'essaie aussi d'adresser les questions qui sont pertinentes pour tout le monde, qui doivent être pertinentes pour tout le monde. Ok, ça marche, sans problème. Alors, donc là, tout à l'heure, j'ai ouvert une parenthèse justement concernant une personne, par exemple, on va répéter 2014. J'aime bien dire 2014, pourquoi? Parce qu'on est encore dans les 10 ans et c'était vraiment la date où la plupart des personnes ont fait leur Teudat Zéhout. Donc, une personne, par exemple, a fait son alia le 1er janvier 2014. Mais elle est venue en Israël le 1er janvier 2022. Elle dit, attends, je n'ai jamais profité de mes 10 ans d'exonération. J'ai envie de profiter de ces 10 ans d'exonération à compter de 2022 et pas à partir du 1er janvier 2014, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, les 10 ans, c'est pour les résidents fiscaux israéliens. Lui va dire, je n'étais pas résident fiscal israélien. J'étais seulement citoyen puisque je n'ai pas répondu aux 2 critères que j'ai dit tout à l'heure, ni centre de vie, ni nombre de jours. Donc, ça m'arrive que plus d'une fois, on vient au bureau, on me demande à Nathanaël, décale-moi le début de 10 ans. Maintenant, décaler le début de 10 ans, ça sera top pour lui, pour qu'au lieu que ces 10 ans finissent le 1er janvier 2024, ces 10 ans vont finir le 1er janvier 2032. Alors, dans ces cas-là, à l'époque, c'était super simple, mais depuis qu'il y a l'échange d'informations et qu'il y a le problème avec les banques, avec les résidents et tout, vous savez, de la même façon qu'à l'époque, les gens faisaient leur Teudat Zéhout, aujourd'hui, les gens font leur résidence. Aujourd'hui, les gens me demandent, je veux un certificat de résidence fiscale. À l'époque, les gens, ils ne demandaient pas ce terme-là, certificat de résidence fiscale. Ils en ont besoin pour les banques, pour tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts, à l'époque, ils nous permettaient de faire ça en Masloul Yarok, ça s'appelle. C'est un circuit vert, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très simple. On remplissait un papier, on leur disait à partir de quand on voulait que le début de l'ALIA il commence, et on leur montrait que
On est vraiment venu à partir de ce moment-là et c'est bon. Là, aujourd'hui, les impôts ne permettent plus de faire ça de la sorte. Ils veulent que ce soit une achlatat missoui. Une achlatat missoui, c'est une sorte de rescrit. C'est une décision spécifique du centre des impôts qui peut prendre des fois 1 an pour l'avoir, qui a bien étudié le cas et qui demande de décaler le début des 10 ans. Maintenant, ce qui est important dans ça, c'est quoi? C'est que les impôts vous disent, OK, très bien, tu ne t'es pas fait ton allié en 2014, réellement, tu es venu en 2022. Mais moi, je veux voir, entre 2014 et 2022, combien de temps tu as passé en Israël par an. Là, on ne rentre plus dans les 183 jours, on est dans les 90 jours. Les impôts, ils vont vous dire, regardez, si tu as passé en Israël en 2015, tu es venu en 2014, mais en 2015, tu es venu pour les fêtes, pour ça, etc., et que quand on voit dans les entrées et sorties, on fait la somme du temps passé sur le territoire israélien, il s'avère qu'on est à plus de 90 jours en 2015. Là, les impôts vont dire tu ne peux plus décaler. Pour décaler, il faut avoir passé moins de 3 mois en Israël pour l'année en question qu'on veut décaler. Donc, si par exemple en 2015, il avait passé 60 jours, c'est bon, on peut décaler. 2016, 60, c'est bon aussi. Mais en 2017, il avait passé 100 jours. Eh bien, c'est fini. On pourra décaler au maximum de 2014 à 2017. S'il y a une question à ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on me la pose tout de suite parce que c'est une parenthèse que je veux fermer et c'est important. Donc, vous pouvez peut-être même prendre la parole, c'est une question. Parce que ça, on vient me voir énormément à ce sujet-là ces derniers temps. Les 10 ans d'exonération, on peut les décaler seulement si on remplit 3 critères. Mais le critère le plus important, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne pas passer 90 jours. Un autre critère, c'est de ne pas avoir reçu d'aide du bureau économique pendant 10 ans. Et montrer, si on a eu un appartement, quand est-ce qu'on a eu l'appartement, avant ou après. Mais bon, ça, c'est des bêtises. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas avoir passé les 90 jours. Et après, en fonction de ça, il faut aussi expliquer aux impôts pourquoi je vais décaler. Pourquoi? Parce que normalement, quand on fait la LIA, et là, ça va m'amener à mon prochain sujet qui est super actuel en ce moment. Les gens, Israël en a marre des personnes qui ont fait leur Teudat Zehut, mais qui deviennent résidents vraiment 6 ans après. Pourquoi ils en ont marre de ça? Parce que normalement, lorsqu'on fait la Teudat Zehut, on était obligé de dire à Israël qu'on veut habiter en Israël. C'est vrai que chaque juif a le droit de venir, mais seulement un juif qui comptait y résider. On peut donner une Teudat Zehut à n'importe qui, mais si vous alliez à l'agence juive, vous dites, moi je ne veux pas faire mon aliyah, je veux juste ma Teudat Zehut, normalement ils ne vous la donnent pas. Les dossiers qui ont été faits, c'est je vais faire mon aliyah. Je viens avec ma femme et mes enfants, etc. Toutes les personnes qui font leur aliyah ont préparé un dossier comme quoi ils vont vraiment faire la aliyah. Et là, je vais vous donner le cas de ce qui s'est passé il y a 1 an et qui s'avère être très actuel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un Norvégien qui a voulu faire son aliyah. Ils lui ont demandé pourquoi tu veux obtenir un Teudat Zehut. Il a dit pour cacher mon compte en banque à la Norvège. Ils ont dit c'est la seule raison, mais est-ce que tu comptes faire ta aliyah? Il a dit non, j'ai besoin d'une Teudat Zehut seulement pour cacher mon compte en banque. Maintenant, c'est un juif. Israël a refusé de lui donner la carte d'identité israélienne parce qu'une personne qui ne compte pas y résider, même s'il est juif, on ne lui donne pas. Il a poursuivi Israël à la Cour suprême. Enfin, il a poursuivi le ministère de l'Intérieur, le ministère d'Aliyah à la Cour suprême. Il a demandé à avoir une carte d'identité parce qu'il est juif. Non seulement il s'est fait jeter de toutes les marches de la Cour suprême, mais suite à ça, la Cour suprême a ordonné au ministère de l'Intérieur que lorsqu'aujourd'hui on voudra renouveler les passeports et les cartes d'identité israéliennes, de vérifier si la personne était bien en Israël. Donc, s'il s'avère à dire qu'aujourd'hui, la citoyenneté et la résidence, ça devient quasiment la même chose. Aujourd'hui, allez demander de renouveler votre carte d'identité ou votre passeport et montrez-leur que vous n'avez pas. Ils vont le voir automatiquement dans l'ordinateur. Hein. C'est pas, moi je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux comment ça se passe. Dans l'ordinateur, ils ne peuvent pas renouveler. Au maximum, ils vous donnent une Teudat Mahabar, c'est un laissez-passer pour 1 an, le rouge, mais sinon, vous n'aurez pas de passeport. Pourquoi? Parce qu'Israël en a eu marre. Comme j'ai dit tout à l'heure, on dit aussi que c'est par rapport, ça s'est amplifié par rapport aux Ukrainiens qui avaient la possibilité de venir en Israël et qui obtenaient leur Teudat Zehut et le carte d'identité, ils repartaient après derrière dans un autre pays, mais au moins ils avaient aussi un passeport israélien. Donc là, suite à ça, le ministère de l'Intérieur a pour consigne de chaque personne qui doit renouveler, que ce soit Teudat Zehut ou que ce soit passeport, de vérifier est-ce que cette personne, les 5 dernières années, était en Israël ou non. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir pour les personnes qui ne le savent pas. Ça, on est vraiment, en ce moment, c'est une période de crise par rapport à ça. Je vous dis, on appelle au bureau peut-être 10 fois par semaine à ce sujet-là. On peut rien faire, nous. On peut pas aider à ce sujet-là parce que c'est les consignes du ministère. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, même la citoyenneté et même le souhait de décaler les 10 ans d'exonération, il faut vraiment trouver une bonne excuse. Pourquoi on n'a pas fait la LIA au moment où on l'a vraiment faite? Parce que sinon, Israël va vous dire, vous vous êtes moqué de moi. Vous avez obtenu votre Teudat Zehut pour cacher votre compte en banque à la France, mais en fait, vous n'étiez pas là. Et ça, ils n'aiment pas, et ça, ils en ont marre, surtout avec les gens d'information, etc. Donc,
Je répète, pour décaler les 10 ans, c'est pas plus de 90 jours par an. Il faut le faire en sorte de rescrit. C'est une procédure qui prend du temps, beaucoup plus de temps qu'à l'époque. Et il faut avoir assez d'arguments qui sont corrects pour pouvoir obtenir ce décalage des 10 ans d'exonération. Il n'y a pas de question. S'il y a une question, peut-être quelqu'un prend la parole parce que là, je vais changer de sujet. Oui, il y a une question en fait qui concerne donc en fait après la fin des 10 ans en Israël, donc après la fin de la période d'exemption. Ah, ça, c'est mon prochain sujet. Ouais. Okay. Donc, les dividendes reçus en France sur un PEA sont-ils déclarables et imposables? Alors, le après 10 ans, là, c'est ce que je vais ouvrir, là, comme c'est ça le troisième sujet. C'est après les 10 ans d'exonération. Donc, juste pour boucler tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, vous avez bien compris qu'un résident fiscal, c'est une personne qui passe du temps en Israël. L'IA, il est exonéré pendant ses 10 premières années sur les revenus qu'il a générés en dehors du territoire. Et ne faites pas d'excès de zèle à vouloir déclarer dans vos déclarations de patrimoine pendant les 10 ans ce que vous avez en France, ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut juste être contre vous parce qu'au moment, vous ne pourrez jamais utiliser l'argument de je n'ai pas déclaré parce que dans les 10 ans, si jamais vous l'avez déclaré. Ne donnez pas aux impôts quelque chose dont ils n'ont pas besoin et qu'ils ne vous ont pas demandé. Ça, c'est pour les déclarations de patrimoine pendant les 10 premières années. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après les 10 ans? Alors, déjà, ce qui est très important, c'est comment sont calculés ces 10 ans-là. On va prendre le cas d'une personne qui est vraiment venue en 2014 pour ce coup-là. Une personne qui est venue en 2014 est venue le 1er juin 2014. 1er juin 2014, il est venu en Israël, il a fait son alia, il est venu avec ses enfants. Il a jusqu'au 1er juin 2024. Ça veut dire qu'il commencera à déclarer à Israël. Une année fiscale, comme je vous l'ai dit, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il commencera à déclarer à Israël du 1er juin au 31 décembre 2024. C'est-à-dire sur ce qu'il a gagné du 1er janvier au 1er juin, on ne le compte pas. 1er juin au 31 décembre 2024, c'est considéré la période imposable qui sera déclarée seulement à partir de mars 2025. Donc, la déclaration de 2024, elle se fait en 2025, mais elle ne se fait pas sur l'année entière, elle ne se fait que sur la période à compter du jour de l'ALIA jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit déclarer? La personne a demandé tout à l'heure pour les dividendes. Je vais vous dire quelque chose, c'est très simple. Il faut se dire qu'en est résident fiscal israélien, l'imposition aujourd'hui, elle est personnelle. Elle n'est plus territoriale dans le monde. Personnel, ça veut dire tout ce que j'ai dans le monde, je dois le déclarer à mon pays de résidence. Pas forcément être imposé, mais déclarer à mon pays de résidence. Territorial, c'était à l'époque où territorial, c'est aussi ce qui se passe pendant les 10 premières années. Comme je disais tout à l'heure, les 10 premières années d'exonération, l'imposition, elle est territoriale. Après les 10 ans, ça devient personnel. Tout ce que je gagne. Donc, si j'ai gagné des dividendes, par exemple, en France, et qu'en France, ils m'ont imposé à la source parce qu'ils savent que je suis résident fiscal israélien, ils m'ont imposé à la source seulement 15% au lieu de m'imposer 30%. Ils m'ont imposé 12,8%. Pour être plus précis, ils m'ont imposé 12,8%. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on vérifie en Israël combien est l'impôt sur le dividende. En Israël, l'impôt dividende pour l'actionnaire majoritaire, c'est 30%. Donc, étant donné qu'on a déjà payé 12,8%, on a un avoir fiscal de 12,8% et on doit compléter à Israël 17,2%, chose qui ne devait pas être faite pendant les 10 premières années. Donc, ce qui se passe, c'est très simple. C'est qu'Israël veut savoir tout ce que vous gagnez dans le monde, combien vous avez été imposé sur ce sujet-là et compléter en fonction des conventions. La retraite, ça, c'était pour les dividendes. Les dividendes, donc, c'est très simple. On voit combien on a été posé en France, on complète à Israël en fonction de l'imposition israélienne qui est à 30%. Maintenant, pour les retraites, c'est différent. Ça s'appelle, on dit en Israël, il y a deux possibilités d'être imposé sur la retraite. Déjà, avant tout, on ne sera jamais imposé plus que ce qu'on a été imposé en France. Ça, il faut le savoir. Ça veut dire, déjà, pour se dire dans sa tête, si jamais j'étais français, combien j'aurais été imposé? Déjà, en Israël, on ne serait pas imposé plus. Maintenant, on a deux possibilités. Soit on déclare comme ce qu'on était imposé en France, soit on fait ça en fonction des taux d'imposition et des paliers d'imposition dans lesquels on se trouve. Ça commence à 10%, ça va jusqu'à 50%. Mais on a un rabattement de 35%. C'est-à-dire que Israël vous dit, étant donné que cette retraite, ce n'est pas une retraite israélienne, c'est une retraite de source étrangère. Donc moi, sur cette retraite, disons que vous avez gagné 100 000 euros par an. Sur ces 100 000 euros-là, je t'enlève 35 000 euros. Tu me déclares que 65 000 euros. 65 000 euros par an, tu seras imposé en fonction des taux d'imposition, c'est-à-dire de 0 à 110 000, premier shekel, 10%. Après, ça monte en fonction des taux d'imposition. Mais ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, par exemple, une personne qui gagne 100 000 shekels par an,
de retraite, c'est-à-dire 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois de retraite. Cette personne-là, elle est à 100 000 euros à la fin de l'année, à 100 000 shekels à la fin de l'année. Ces 100 000 shekels-là, étant donné qu'on a un rabattement de 35% déjà, ça veut dire que par rapport à Israël, on n'a gagné que 65 000 shekels. Et 65 000 shekels, on n'est même pas imposé. Donc, c'est vraiment important. Ça, on ne rentre même pas dans un palier d'imposition. Et ça, c'est pour ça que c'est important de bien vérifier, d'aller chez votre comptable, qui vous fasse votre déclaration, qui vérifie les 2 simulations. Vous leur donnez tous les papiers de votre caisse de retraite française et ils rentrent ici. Ça, dividende, j'ai parlé, on complète en fonction du taux d'imposition en Israël. Retraite, on choisit la simulation souhaitée, c'est-à-dire soit combien j'étais imposé en France, soit rabattement 35%, etc. Et qu'est-ce qu'on a encore comme revenu? Et ça, c'est aussi hyper important et je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas. C'est les revenus de source immobilière. Quelqu'un a un appartement, je vais vous donner un exemple tout simple. Une personne a un appartement en France et attendez, c'est bon. Une personne a un appartement en France, un bien en France, et il veut vendre ce bien. Maintenant, en France, par rapport au palier, etc., il est à 0%, ça fait plus de 30 ans, il est exonéré, etc. On peut arriver des fois à des situations, ça m'est déjà arrivé de voir ça avec pas mal d'avocats, d'ailleurs avec Georges David, qui normalement intervient sur le côté français, de clients qui sont exonérés en France, mais qu'en Israël, ils ne sont pas exonérés. Pourquoi? Parce qu'Israël, dans la convention, il y a marqué que sur une plus-value, on a imposé à 25%, moins ce qu'on a déjà payé dans le pays, dans le pays où lequel le bien a été vendu. C'est vrai que l'immobilier, il y a priorité dans le pays où on est, pour les revenus locatifs, pour les plus-values, etc. Mais il peut y avoir un cas où en Israël, on sera imposé après les 10 ans, bien entendu. Quand je dis imposé, c'est toujours après les 10 ans d'exonération, où on sera imposé alors qu'en France, on n'aurait pas été imposé. Donc, c'est super important pour les personnes qui nous écoutent et qui sont encore dans les 10 ans d'exonération et qui ont des biens en France, que la 9e année, ça c'est aujourd'hui, c'est quasiment tous les fiscalistes, même français, le recommandent, que la première année, ils font le topo des biens qu'ils ont et ils vérifient, est-ce qu'à la vente, un bien, par exemple, peut être exonéré en France et qu'en Israël, il aurait été imposé. Donc, des fois, si une personne comptait vendre son bien dans tous les cas et que ça vaut le coup pour lui de le vendre, mieux vaut le vendre pendant les 10 ans ou vers la fin des 10 ans plutôt que de le vendre après les 10 ans quand il peut y avoir une possibilité. On peut être exposé à une imposition en Israël qui est des fois inconnue, on ne le savait pas avant et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est bien de faire quand même le point de ce qu'on a, des avoirs qu'on a après les 10 ans d'exonération. Donc, j'ai parlé des dividendes, j'ai parlé des retraites et j'ai parlé des revenus de source immobilière. Il y a également les revenus placements financiers, etc. C'est la même chose. On voit combien on a été imposé si jamais on a été imposé dans un pays. En Israël, on est à 25%. On déclare à Israël, on paye à Israël. Si jamais si c'est à la banque israélienne, c'est la banque qui place pour vous, c'est fait à la source directement. Si c'est pas la banque qui place et que vous le faites tout seul en Suisse, en France, où que ce soit, il faut amener tous les relevés de ce que vous avez gagné, votre portefeuille à l'année, vérifier les entrées, les profit and loss, les gains et pertes, et en fonction de ça, déclarer et être imposé en Israël selon la loi en Israël. Donc ça, c'est les revenus qui sont connus, c'est dividendes, c'est retraite, c'est immobilier et c'est placement financier. Je ne sais pas si c'était clair, il y a une question là-dessus. Rachel, je t'entends pas. Il n'y a pas de question là-dessus, mais il y a Laurent qui a posé une question. Je pense que tu y as déjà répondu en début de conversation. Donc, il demande si on travaille à distance en Israël pour une société française, a-t-on intérêt à déclarer des revenus en Israël pour prouver en France qu'on est imposé en Israël? En début de conversation. Non, mais ça, c'est une très bonne question aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas voulu relever ce point exprès, parce que, excusez-moi une seconde, je me suis embrouillé là. Ok. J'ai pas voulu relever ce point exprès justement parce que j'ai pas voulu rentrer c'est un sujet à part entière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il y a quelque chose qui est marqué dans la Convention, c'est l'article 4.1, que si jamais on part dans un pays, par exemple, quelqu'un quitte la France et il va dans un pays où dans ce pays, nous sommes imposés seulement aux revenus du pays en question. Donc, c'est ce qui se passe pour un Olé Hadash qui part de France. Quelqu'un part de France, vient en Israël. En Israël, il est imposé seulement sur les revenus de source israélienne, pas de source française. Là, la France, dans certains cas, peut requalifier cette personne comme résident fiscal israélien. Donc, des fois, très souvent,
on a tout intérêt à déclarer à Israël des revenus de sources étrangères, même quand on n'en a pas besoin, mais ça, c'est pas dans les déclarations de patrimoine, c'est vraiment pointueux. Dans certains cas, des personnes qui ont des problèmes aujourd'hui avec le fisc en France, ils ont des contrôles, ils savent que peut-être ils peuvent se faire requalifier sur leur revenu israélien en tant que revenu français. Dans certains cas, ça nous arrive de déclarer à Israël des revenus de sources françaises et même être imposé là-dessus et pouvoir montrer à la France, regardez, j'ai été imposé de revenus de sources étrangères dans mon pays de résidence, donc ça contre la convention et là, ils ne peuvent plus vous requalifier là-dessus. Mais là, c'est vraiment un point qu'on ne peut pas dire comme ça sur une jambe. Il faut se concerter avec votre fiscaliste en France, votre fiscaliste en Israël, et si jamais il y a une personne qui se trouve dans ce cas de figure, qui vérifie avec eux, qui lui donne, parce que ça, il faut pas faire de bêtises, c'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler. Par contre, une personne qui habite en Israël et qui a une société en France, il a le droit de facturer sa société française. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire une convention entre la société française et la société israélienne, comme quoi c'est des vrais revenus. Pour le travail qu'il effectue à partir d'Israël, il peut facturer la boîte française et ça arrive en Israël. Et très souvent, c'est quelque chose qu'on recommande avec Georges David, que lorsqu'on monte une boîte en Israël et qu'on facture notre boîte française, en Israël, comme je vous l'ai dit, les 10 premières années, on n'a imposé que sur revenus de source israélienne. Donc, par rapport à Israël, il n'y a que ça qu'on a gagné. Notre taux d'imposition, il commence très bas et ça vaut le coup, dans certains cas, de monter une boîte israélienne et de facturer sa boîte française. Mais tout ce genre de choses-là, de montage, que ce soit contrer la convention ou facturer la française ou ramener en compte courant, monter une société fille, etc., c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas trop dire à la légère parce que j'ai peur de me faire mal interpréter. Mais c'est quelque chose que vous pouvez garder dans votre tête si jamais vous êtes dans ce cas de figure, qu'il y a pas mal de possibilités là-dessus pour pouvoir optimiser et proposer plus de montage à ce sujet-là. Mais quand je dis une personne qui est résident fiscal, là, depuis tout à l'heure, je vais dire ça parce que c'est super important aussi. Vous allez me dire, je suis résident fiscal israélien, mais je ne me suis pas déconnecté de la France. Donc, ça ne sert à rien. À partir du moment où une personne est encore résident fiscal français, parce qu'il va dire, moi, je ne veux pas faire de mouvement brusque. Moi, je veux rester résident fiscal français, mais je suis résident israélien. On ne peut pas être résident de deux pays, on peut être résident de deux pays, c'est une question aussi. Mais par rapport à la France, à partir du moment où vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas déconnecté de la France, ça veut dire quoi déconnecté? Ça veut dire informer le fisc français de votre départ de la France. Si vous n'avez pas informé le fisc français de votre départ et que vous êtes résident fiscal israélien, vous avez répondu à tout ce que je vous ai dit, plus de 183 jours, vous êtes 365 jours par an, et que vous avez tout déclaré en Israël, mais que vous n'avez pas informé la France de votre départ par rapport à la France, vous êtes encore résident français. Et deuxièmement, la prescription ne commence pas. Et c'est vraiment dommage pour une personne qui est déjà israélienne. À moins, en principe, les personnes qui ne veulent pas informer la France, c'est les personnes qui ont peur de l'exit tax qu'ils vont avoir. Parce que lorsqu'on quitte la France, on a imposé un exit tax, si jamais on est dans le cas de figure, hein, parce qu'Israël, ce n'est pas considéré un pays de l'Union européenne. Donc, c'est comme si on avait quitté l'Union européenne. Donc, on passe à la caisse en France sur les plus-values latentes qu'on a fait. C'est aussi un sujet à part entière. Il y a des conférences qui se font là-dessus chez Rachel aussi, je sais, sur l'exit tax. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais quand même, ce que je voulais dire, moi, ce qu'il faut relever de ce que je viens de dire là, c'est que si vous êtes israélien, mais que vous n'avez rien fait par rapport à la France, c'est vrai que vous êtes résident fiscal israélien, mais sachez que vous n'êtes pas considéré comme non-résident fiscal français. OK? Ça, c'est super important. Parce que beaucoup de personnes se trouvent dans ce cas de figure, n'ont rien dit à la France, se trouvent ici, et après, ils ont des problèmes. Et la France peut leur demander pourquoi tu ne m'as pas déclaré ce que tu as en Israël, etc. Je pense que ça, on rentre dans des procédures qui sont très encombrantes.